J'avais des notes qui m'étaient restées de l'homme sœur. Donc j'ai fait ce que je fais toujours, j'ai transvasé mes notes dans d'autres carnets. Et puis voilà, ce qui fait que ça m'a permis de démarrer une prise de notes. Je me suis mis à faire des lectures, à aller voir des films, etc. Comme je fais, comme ça pendant des mois, des prises de notes en cherchant l'inspiration, si je puis dire. Et donc, le projet, en fait, était très flou. Hein. C'était très flou. La seule chose, encore une fois, qui m'est apparue, c'est cette histoire d'un couple de perdants. Voilà. Ça, j'y tenais. Je savais que je le garderais. Mais qu'est-ce qui se passerait entre eux et surtout qu'est-ce qui se passerait autour d'eux, j'en étais pas conscient du tout. Il m'a fallu très longtemps, au moins 2 ans et demi, pour commencer à voir clair dans cette histoire. Et notamment, je savais que je voulais, ça c'est aussi une donnée de départ, je voulais ne pas écrire une histoire continue du début à la fin, une seule histoire linéaire avançant vers sa fin. Donc je savais que cette histoire de couple de perdants, ça ne serait pas la seule histoire. Forcément, elle allait croiser d'autres histoires parce que je voulais une construction discontinue. Et m'est venue donc l'idée de se passer du personnage, de se passer enfantin du personnage masculin, donc de Homer, qui à l'époque ne s'appelait pas Homer du tout, il s'appelait Cosmo. Pendant très longtemps, mon personnage s'appelait Cosmo. J'avais trouvé ce nom, en fait c'est un nom assez répandu dans la grande bourgeoisie, l'aristocratie anglaise, Cosmo. Et j'aimais bien le nom, puis en fait je me suis dit c'est pas possible, mon voisin en dessous de chez moi qui a 13-14 ans s'appelle Cosmo. Et ses parents vont être absolument persuadés, je pourrais leur dire tout ce que je veux, que je lui ai volé son nom. Donc j'ai dû résister à Cosmo. Mais bon, dans mes notes, il s'appelle Cosmo pendant très longtemps. Et donc oui, je voulais Cosmo enfant. Je voulais une année de sa vie. Et d'abord, j'avais pensé, je le mettrais chronologiquement, on commencerait par ça, puis ensuite on aurait la relation de Homer à l'intérieur de ce couple de malheureux, de gens trahis. Et puis je me suis dit que c'était pas bien et qu'il valait mieux alterner justement l'un et l'autre. Voilà, tout ça, il m'a fallu au moins 2 ans et demi pour comprendre à peu près ce que j'allais faire. Une fois que j'ai trouvé mes pistes et que je sais grosso modo comment le livre va se construire, avec l'alternance de ces 2 histoires, là les choses deviennent beaucoup plus rapides. Et en réalité, en temps d'écriture, c'est 2 ans, ce qui est pas énorme en fait. On va dire 6 mois ensuite pour les corrections, mais 2 ans vraiment d'écriture. Et 2 ans et demi perdus à prendre des notes, à ruminer. Donc voilà, ça fait les 5 années par lesquelles je passe depuis tout le temps, j'allais dire, depuis au moins 3 livres, où à chaque fois j'ai mis entre 5 et 6 ans, parce que c'est toujours le même processus. Remplir des carnets, relire les carnets, chercher à apercevoir dans ces notes quelque chose qui apparaît, la fameuse image dans le tapis. Et la tentation, la panique par moment, parce que quand même au bout d'1 an que j'ai aucune idée claire de ce que je suis en train de faire, il y a des moments de panique. Hein. Je ne suis pas toujours zen comme ça, moments de panique où j'ai envie de forcer les choses. Forcer les choses, ça veut dire prendre quelques lignes que j'ai aperçues et puis construire une histoire. Voilà. À partir de là, je vais construire une histoire. Et ça, je sens que je force, c'est artificiel, c'est pas comme ça que je procède. L'histoire, elle me vient d'elle-même, elle doit me venir d'elle-même, comme la fameuse image dans le tapis qu'enfin j'aperçois. Parce que là, je fais semblant de voir l'image dans le tapis. Alors, en fait, je la vois pas.
c'est parce que j'en peux plus que je panique, et puis ça va m'arriver encore 2 ou 3 autres fois, quand j'en serai à 1 an et demi, à 2 ans, et où là, à nouveau, je voudrais coûte que coûte m'imposer une histoire, parce que c'est facile, les histoires, quelque part, c'est toujours les mêmes schémas, il la quitte, il la tue, enfin bon, voilà, on peut inventer quelques histoires, c'est toujours... mais c'est pas ça que je suis pas fait pour ça. Donc il faut avoir la patience d'attendre que voilà, le fruit tombe de l'arbre. Mais parfois, franchement, c'est épuisant hein, d'attendre comme ça et de se dire où je vais. Il y a des grands moments de solitude, enfin tous les écrivains, j'imagine, vivent ça, mais a fortiori quand on met beaucoup de temps. Parce que si dans une année d'écriture, tout écrivain est appelé à rencontrer des moments où il ne sait plus où il en est, lorsqu'il s'agit d'un projet qui s'étale sur 5 ou 6 ans, alors là c'est encore plus paniquant. Je veux dire, vous imaginez quand vous êtes en train d'écrire, là je me suis mis à écrire enfin, on en est donc à 3 ou 4 années de travail, et à un moment donné j'ai l'impression que je ne tiens plus rien. Et alors là c'est l'affolement total. Comme si 4 ans de ma vie elle est perdue. Donc on passe par oui, des moments difficiles. Il faut avoir le sang-froid de se dire bon, on verra ça demain. On a des jours, on a de mauvais jours. Et c'est vrai que généralement, je suis fait de telle sorte, et la plupart des gens, j'imagine, sont comme moi, que après une bonne crise d'angoisse, le lendemain, on rebondit et on voit les choses de manière plus optimiste d'un seul coup. Tout à coup, l'horizon se dégage. C'est quasiment météorologique entre l'orage et l'orage de la veille et l'éclaircie du lendemain. Heureusement, parce que alors si le lendemain c'était aussi orageux et que ça durait des jours et des jours, alors là franchement, je sais pas ce que je deviendrai. Surtout qu'en plus de ça, du fait que je travaille dans le plus grand secret, personne ne peut rien pour moi. De toute façon, je suis persuadé qu'en écriture, personne ne peut rien pour vous. Mais moi, voilà, vraiment, j'en ai tiré toutes les conséquences. C'est-à-dire que je ne parle de rien de mon travail à mes proches, à ma femme. Personne ne sait rien. J'ai pas un ami à qui je confie ce que je suis en train de faire. Non, je suis totalement seul. Donc, évidemment, quand au bout de 4 ans, vous êtes pris d'une crise de panique, vous ne savez pas du tout si vous avez raison d'aller vous avez plutôt l'impression que c'est une idée absurde et que vous êtes mis sur une fausse route. Là, vous n'avez pas un ami qui peut vous dire « mais non, ce que tu m'as dit, je trouve ça formidable, continue, tout ça ». Non, là, il n'y a personne. Personne ne peut m'aider. Donc, ce sont des crises très pénibles, et je ne dis rien non plus de ma crise à ma femme, voilà, à mes filles, je ne dis pas en ce moment ça va pas bien, non. Et j'essaie de rester comme ça. Une espèce d'égalité d'humeur, de façon à ce que la famille ne souffre pas sans arrêt de mes hauts et de mes bas. Et puis quand on dit ça va mal, alors je pense qu'à cet instant-là, ça va mal. Il ne faut surtout pas le dire, parce que là, la chose se transforme, le langage transforme les choses en réalité, leur donne une réalité. On propage l'idée et là, effectivement, vous êtes mal. Le jour où je dirais à tout le monde que je suis mal, je pense que là, vraiment, j'irai très très mal. Non, j'essaie de supporter ça tout seul. Il n'y avait pas de ma part la volonté, je vais dire artificielle, d'inventer un système de suspense. Si on le vit comme ça en le lisant, c'est pas faux, effectivement, mais en fait, c'est pas du tout un calcul de ma part. Ce qui est volontaire, en revanche, c'est que dans La vie est brève, les scènes sexuelles, je les écrivais comme évidentes, comme allant de soi, et là j'ai voulu réviser, j'allais dire, mon jugement, et montrer que la sexualité, ça va pas toujours de soi, et que donc je voulais un couple qui ait une relation beaucoup plus compliquée
que le couple que formaient Nora et Blériot dans La vie est brève. Je voulais un autre type de couple. Et je me suis rendu compte que ça avait un avantage, c'est que quand les relations elles sont compliquées, qu'il n'est pas du tout évident, non seulement de coucher ensemble, mais même de se permettre tel geste, telle réflexion, tout en étant très attaché à la personne, ça permettait tout à coup de ralentir la relation amoureuse, ce qui dans une relation normale, telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui, mettrait 3 jours, va se dérouler tout à coup sur des mois et des mois. Le temps est extraordinairement ralenti et du coup les gestes sont décomposés. C'est-à-dire tout le processus qui va de la rencontre au fait de vivre ensemble est décomposé, j'allais dire, instant par instant, geste par geste. Et c'est ça que finalement j'ai fini par aimer dans cette écriture, c'est-à-dire, voilà, c'est plein de gestes suspendus, de gestes arrêtés, d'hésitation, de recul. Bon, voilà. J'aurais pu faire ça en 2 jours, et ça va mettre un an. Avant qu'il se passe réellement quelque chose entre eux. Alors qu'ils sont parfaitement au courant de leurs sentiments, chacun est conscient de l'attachement qu'il a pour l'autre, mais c'est pas si simple que ça. Alors après, il faut essayer de comprendre pourquoi, parce que alors l'argument évidemment qui va être proposé tout de suite, c'est que lui sort d'une relation catastrophique donc pendant 5 ans avec Emmanuel. Il n'a pas du tout envie de replonger, il est resté comme une sorte de brûlé vif, qu'on ne peut pas toucher. Bon, ça c'est l'argument, il tient pendant quelques mois, je veux dire. Puis à un moment donné, on se dit quand même, c'est fini toute cette histoire avec Emmanuel, maintenant ça fait 2 ans qu'ils sont quittés, donc il y a autre chose. Alors c'est vrai qu'il est hanté par l'image de ce couple qui les a trahis, Emmanuel et Giovanni, là, qui vivent à Chypre. Et voilà que tout à coup, il a cette idée paranoïde que si jamais il cède à Sibylle, ils vont former un couple comme les 2 autres, et donc ils vont vivre en miroir. Et ça, tout à coup, ça le glace. Ici, c'est pas possible, on va pas vivre comme eux. Et il dit d'ailleurs, nous sommes leurs ombres, finalement. À un moment donné, il y a un dialogue comme ça, quand il les voit en photo, il dit, mais finalement, nous, on est leurs ombres. Et Sibylle proteste en disant, mais non, c'est pas parce qu'ils sont amoureux, parce qu'ils vivent à Chypre et tout ça, que nous, on est leurs ombres. Mais lui, il vit dans cette perspective morbide, qu'ils sont devenus les ombres des 2 autres. Les 2 autres sont à Chypre, créatures solaires, on imagine qu'ils vivent heureux, une vie sexuelle dissolue, etc. Et eux vivent dans leur abstinence, dans leur tristesse, etc. Sauf que, je pense que, et c'est pour ça que le lecteur jubile, je pense, c'est que je transforme la déception en jubilation. C'est-à-dire que donc à chaque fois il s'approche d'elle, à chaque fois ça marche pas. Il y a 36 épisodes comme ça où il veut l'embrasser, il n'ose pas. Bon. Et le lecteur devine qu'ils ont une relation quand même, cette relation qui n'avance pas, c'est une relation magique, répétitive et hypnotique. Et le lecteur, je pense, est pris entre 2 avis. D'un côté, il a envie qu'ils fassent le grand saut, qu'ils couchent ensemble, etc., évidemment. Et de l'autre, il voudrait que tout reste comme ça, que ça n'en finisse pas. Et là, je pense que c'est parce qu'il jubile, en fait. Et il les imagine, je pense que le lecteur, malgré tous ses échecs, etc., les imagine heureux, sans qu'ils sont heureux, à leur façon. Je dis à un moment donné, ils étaient heureux à leur façon. Oui, un bonheur bizarre peut-être, ou là, c'est une espèce d'éloge de la chasteté. Voilà, ils sont heureux à leur façon. Et le lecteur sent ce bonheur, parce qu'il y a tous ces micro-événements, toutes ces petites choses, la manière de marcher l'un à côté de l'autre, le léger contact de l'épaule,
la main, elle lui prend la main comme par distraction. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça, la manière de s'écouter, quand il parle pour parler très souvent. En fait, surtout, elle lui parle sur deux, c'est elle toujours elle qui a les informations, puisque elle est liée à Teresa qui transfère les informations sur les deux autres. Et lui, en fait, s'intéresse très très moyennement aux deux autres. Ça fait longtemps qu'il a largué les amarres et que vraiment, Emmanuel, il ne veut plus en entendre parler. Donc, pour lui faire plaisir, il continue de parler des autres, mais en fait, il parle pour parler, il parle pour écouter Sibylle parler. Il aime sa voix, d'ailleurs, le nombre de fois, il est question de sa voix toute voilée. Il aime bien cette voix voilée qu'elle a. Et là, il y a une espèce d'érotique de la conversation qui s'est mise en place sans qu'il s'en rende compte. Et quelque part, ça a peut-être même remplacé la relation physique telle qu'il pourrait l'avoir bien plus simplement. Ils aiment bien cette relation suspendue qui tient à des détails comme la voix, comme marcher ensemble. Ils adorent marcher ensemble du côté du loin, dans ce paysage qu'on imagine autour de Fontainebleau, Moret, etc. Baigné par le loin, par la Seine. Oui, le paysage est très, très important dans le récit. Il est toujours là. Comme si l'événement amoureux, l'émotion amoureuse aiguisait nos perceptions. Au moment où il est question du paysage, on a l'impression qu'il y a une émotion qui passe. On ne sait pas si c'est l'émotion amoureuse ou l'émotion du paysage, mais il y a un lien entre l'émotion amoureuse et le paysage. Le paysage est rarement décrit longtemps, hein. Il est là, mais il apparaît un peu comme des haïkus. Le paysage, il est un peu en haïku. Il intervient comme ça. Il y a juste une ou deux phrases sur la rivière, sur les pêcheurs assis sur leur siège, sur le quai d'une gare. Enfin bon, voilà. Mais le paysage est très présent, constamment présent. Il les baigne. Il y a une atmosphère un peu japonaise. J'aimais bien aussi, dans cette histoire, justement, dans le fait qu'elle n'avance pas, j'aimais bien justement ce côté répétitif. Là, un peu bressonien, je veux dire. C'est toujours un peu la même chose qui se répète. Ils reviennent sans arrêt. Enfin, la plupart du temps, c'est des séquences qui se passent dans un jardin, dans le jardin d'une maison en Seine-et-Marne. Et c'est planté comme une sorte de décor de théâtre, où des personnages tchécoviens recommencent leur conversation, une conversation sans fin, ininterrompue. On a l'impression qu'il se passe à chaque fois pourtant une semaine, 2 semaines. Lui travaille, elle aussi, donc ils ne se voient pas. Mais recommence. Et j'aime bien ces séquences répétitives. Oui, la musique répétitive. J'aime beaucoup la littérature répétitive et je pense que ça pourrait être une de mes voies plus tard, d'exploiter au maximum ces phénomènes de répétition. En tout cas, là j'étais content d'avoir cette structure répétitive, parce que non seulement eux ne cessent de se revoir au même endroit, ce qui est déjà en soi une répétition, mais le fait que sans arrêt alternent les deux histoires, où après A revient sans arrêt B, c'est-à-dire après Sibylle et Homer revient sans arrêt Anna, il y a là une structure répétitive aussi, à laquelle le lecteur finit par s'habituer, et j'aimais bien ça aussi, cette répétition. Je ne pense pas qu'elle lasse, ou moi j'espère qu'elle ne lasse pas le lecteur. Mais en tout cas, c'est tout à fait assumé.